épisode spécial Assa Traoré. Assa, bonjour. Bonjour. Merci, le chemin n'a pas été super long vu que tu habites à Ivry-sur-Seine. Merci d'être là néanmoins. Alors on va aller droit au but. On est quelques jours après la marche annuelle que vous organisez avec le comité Adama pour rendre hommage à ton petit frère, Adama Traoré. Dans quel état d'esprit t'es? Il y a de plus en plus de monde. Qu'est-ce que ça te fait? Je me dis, 4 ans après déjà, la première chose c'est que je ne m'étais jamais imaginé que 4 ans après, on serait encore là. Quand mon frère va mourir, pour moi la justice c'est quelque chose qu'on aurait eu très rapidement. Mais 4 ans après, j'aurais jamais pensé qu'on aurait dû réorganiser encore une marche en hommage à mon petit frère. Et ce qui est le plus dur dans ces combats-là, c'est de tenir sur la durée, de tenir sur le temps. Et 4 ans après, on est encore là, et encore plus nombreux. Plus on avance dans les années, plus il y a de monde, et ça fait pas l'effet inverse. Et ça, c'est important de dire qu'à travers ce combat, le vérité, justice pour Adama, les gens arrivent encore à faire plus de 50 km, venir marcher dans notre banlieue pour réclamer cette vérité. Aujourd'hui, nos soutiens se reconnaissent en ce mouvement comité Adama. On l'appelle la génération Adama, une génération aujourd'hui qui a décidé de plus se taire, qui n'a plus peur et qui va marcher dans la rue pour dénoncer la violence sociale, la violence raciale, l'impunité policière. Et le nom de mon frère continue à faire du bruit. Aujourd'hui, moi, je suis mis en examen parce que j'ai dit Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ils ne tueront pas ton nom. Quand mon frère va mourir, j'étais en Croatie et j'ai dit que la mort de mon frère ne resterait pas un symbole, et que un fait divers, et que j'en ferais un symbole. Et cette mise en examen, le fait qu'il y ait encore plus de monde, ils l'ont tué, mais on ne tuera pas son nom. Et on se battra jusqu'au bout. Et ce 18 juillet, les gens, les soutiens, la génération Adama a répondu présent. Et on ira jusqu'au bout pour avoir la vérité et la justice. Comment t'expliques que le cas Adama il cristallise autant de passion, de mobilisation, alors que Adama finalement au moment où il décède, c'est le dernier d'une longue liste déjà. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui fait que le comité Adama arrive à mobiliser autant? C'est un travail. C'est un travail et après ce combat, c'est un combat de notre vie, de notre famille. C'est un combat qui rentre dans notre quotidien. C'est pas un sacrifice. C'est vraiment pas un sacrifice. C'est un choix. C'est le choix du combat qu'on fait pour mon petit frère. On l'a tué. On lui doit ce combat. C'est une obligation. On lui doit ce combat. Ils ont tué mon petit frère, mais ils ne tueront pas son nom. Et avec son nom, on l'emmènera au-delà. Moi, je veux que son nom soit changeur. Je veux que le nom de mon frère, on en parle dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et qu'on dise qu'il y a un combat, que c'était le combat vérité, justice pour Adama, et que ce combat a renversé un système, que ce combat a participé à ce que d'autres hommes puissent participer à la construction de ce monde, et que personne n'ait de droit de mort sur leur vie. Et ces 4 ans de travail, on nous parle souvent de... Sur les dernières manifestations, celle du 2 juin, celle du 13 juin, on nous dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de monde ?» Mais en fait, c'est 4 ans de travail. Ces 4 ans de travail, ça n'arrive pas comme ça. Pour avoir autant de monde dans la rue, on se dit c'est 4 ans de travail et ça paye. Mais c'est 4 ans de travail où on revient de très loin. Aujourd'hui, on a... la lumière, les médias, les spots sur nous, mais on fait des unes, on fait plein de choses. Mais 4 ans avant, c'était Assa Traoré qui faisait 3 à 4 événements par jour, qui peut en faire 7 dans le week-end pour vendre des t-shirts à 10 €, pour avancer. On avançait au jour le jour. Des fois, je vendais pour 50 €, des fois, je vendais pour 100 € pour pouvoir avancer le lendemain, envoyer des mandats pour racheter d'autres t-shirts. On allait dans les boucheries ou dans les magasins d'alimentation pour qu'on nous fasse des dons. On n'avait rien du tout. On a fait des tournées de quartier. Ça fait 4 ans qu'on tourne dans des quartiers de France, beaucoup en banlieue parisienne. On a été dans des villages les plus reculés de France. Le village le plus petit que j'ai fait, c'était en Bretagne, dans un village où la seule personne noire, c'était la mère qui avait été adopter une fille au Mali. Et quand je suis arrivé, ils étaient contents d'aller la chercher et de me dire, regarde,
il y a une femme noire comme toi, et en plus, elle vient du Mali. Mais derrière tout ça, ils étaient porteurs de ce combat-là. Ils nous avaient réservé de belles surprises dans ce tout petit village où je pense qu'ils n'étaient même pas 1000, mais eux aussi portaient le combat. Et on a sillonné plusieurs kilomètres, on a fait plein de grandes villes de France pour porter ce combat. On a fait des solidarités, des alliances avec des mouvements qui subissent des discriminations. On a été avec les femmes de ménage d'honnête, on a été avec les sans-papiers, des étudiants, des gilets jaunes, les associations de quartier, la communauté LGBT. Vraiment, c'est 4 ans de travail, mais c'est 4 ans où, avec le comité, il y a une organisation derrière, et on porte le combat Vérité et Justice pour Adama. Mais si on dénonce les violences policières, c'est aussi de dénoncer toute forme de discrimination, parce qu'avant d'arriver aux violences policières, c'est qu'il y a une discrimination avant qu'elle est là, et la violence, elle finit par une violence qui emmène soit des violences très fortes, à des viols ou à des morts. Et donc c'est 4 ans. Donc quand on arrive ce 2 juin et qu'il y a plus de 80 000 personnes de toute classe sociale, de tout âge, de tout horizon, de ceux qui la subissent, qu'il y a eu beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes de quartier, et même ceux qui la subissent pas, c'est surtout de dire, c'est pas parce que on ne jette pas la pierre à ceux qui subissent pas la violence policière, mais c'est de dire, tu la subis pas, bah tant mieux que tu la subis, que tu ne la subisses pas, mais bien on va ensemble. Et ils étaient là eux aussi, dans la rue, on était là tous ensemble, et c'est le peuple qui se reconnaît à travers ce combat Vérité et Justice pour Adama. C'est le peuple qui se reconnaît à travers cette génération, et c'est un combat qui se dit qui appartient à tout le monde, qui se dit populaire, qui se dit peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance sexuelle, bah, ce combat il t'appartient. Tu as parlé des gilets jaunes. Certains ont été surpris de voir un petit peu la convergence entre les membres du comité Adama et les gilets jaunes. Pourquoi t'estimes que aujourd'hui le combat pour Adama c'est un combat social et pas seulement que tu veux l'élargir au-delà des violences policières? Le comité Adama a toujours été vers toute forme de discrimination, hein. Aujourd'hui, la mort de mon frère est très représentative du mal-être de cette France, hein. La France a toujours divisé son peuple, une partie oppressée, une partie soulagée, et en fait divisé pour mieux régner. Et en fait non, il faut qu'on y aille ensemble, et que quand il y a une discrimination quelque part, bah on y va ensemble pour aller la dénoncer. Et c'est ce qui fait la force aussi du comité Adama aujourd'hui, c'est ce qui est porté aujourd'hui en avant. Quand on va dénoncer aussi auprès des Gilets jaunes, c'est surtout aussi pour dire ne faites pas la même erreur que le système a fait ou que l'histoire française a fait. N'oubliez pas l'histoire. Vous subissez la violence policière aujourd'hui. Les violences policières ne commencent pas en novembre 2018 avec les Gilets jaunes, mais elles commencent dans les quartiers populaires. Elles commencent avec une histoire, elles commencent avec des personnes qui se sont politisées, qui se sont engagées. Elles commencent avec l'histoire du MIB, qui a pris exemple sur les Black Panthers, et nous, on se reconnaît dans la continuité du MIB, et c'est de dire que la violence policière, elle existe depuis très longtemps. Donc vous aussi, en tant que Gilets jaunes, souvenez-vous de l'histoire. Ne faites pas comme la France qui oublie l'histoire, et quand vous dénoncez les violences au niveau des Gilets jaunes, dites qu'il faut dire et rappeler aux gens que la première des violences policières, elle commence dans les quartiers, qu'on n'a pas besoin d'aller manifester dans la rue pour que la violence policière vienne à nous, elle vient en bas de chez nous, et on la subit. Des LBD ou les armes létales, elles sont là, elles sont présentes, elles ont fait des mutilés, elles ont fait des morts. Donc c'est surtout aussi pour ça. Qu'est-ce que tu penses que la mort de George Floyd a changé dans la médiatisation et dans la vision que les gens ont des violences policières et des gens qui mouraient entre les mains de la police? On a quand même l'impression que les gens qui étaient totalement étrangers à ça, peut-être que ça les a frappés vu qu'il y a une vidéo, qu'on voit vraiment quelqu'un mourir sous l'œil des caméras. Qu'est-ce que tu penses que ça a changé en termes de médiatisation? La mort de George Floyd va choquer la planète entière. La mort de George Floyd va nous choquer parce que c'est notre frère. Mais la mort de George Floyd, c'est une scène que les gens pourraient seulement imaginer dans un grand film hollywoodien. Mais là, c'était une réalité, une triste réalité que le monde entier a posé le regard dessus. Mais ce regard-là, il faut l'assumer. Et qu'est-ce qu'on en fait après? On voit un homme mourir et on reprend notre vie comme si de rien n'était. Bah oui, ça va choquer.
ça va choquer le monde entier, ça va choquer les personnes qui ne côtoyaient pas ou qui ne croyaient pas en violence policière, parce que sa mort, elle est réelle, elle est filmée, et sa mort va faire écho directement avec la mort de mon petit frère. Tout de suite, le nom d'Adama va sortir. La mort de George Floyd va venir imager la mort de mon petit frère. George Floyd a porté le poids de ces 3 policiers sur son corps et va dire « je n'arrive plus à respirer ». Adama va dire la même chose. Adama va porter le poids de ces 3 gendarmes, va subir ce plaquage ventral et va dire « je n'arrive plus à respirer ». Et tout de suite, une image forte va venir imager la mort de mon petit frère. Et la France va dénoncer tout de suite ce qui se passe aux États-Unis. On leur dit « mais… ça se passe aussi chez nous, ça se passe ici. » Et quand on tire le rideau, l'effet miroir, il est frappant. C'est surtout d'assumer ce qui se passe en France. Mais l'histoire de la France et les États-Unis, il y a une très grosse différence. La France n'a jamais assumé son histoire. Aujourd'hui, ce qu'on subit découle directement du colonialisme et de l'esclavagisme. Mais la France ne l'assume pas. Quand mon frère va mourir, mon frère meurt à cause d'un contrôle au faciès. La France a été condamnée pour le contrôle au faciès, et un noir et un arabe a 20 fois plus de chances de se faire contrôler. Et on sait très bien que les contrôles finissent par de la violence ou par des morts. Mais l'histoire de la pièce d'identité est très importante en France. La pièce d'identité a été créée pour… le premier document a été créé pour l'esclave noir. Quand un esclave noir sortait dans la rue, on pouvait l'abattre. Elsa Dorlin en fait une partie dans son livre. Et aujourd'hui, on abat un homme noir, un homme arabe, un homme non blanc, parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Et ça découle directement du colonialisme. Aujourd'hui, on subit encore ces actes coloniaux, mais c'est des choses c'est des non-dits qu'on subit. C'est ce que la France n'assume pas, ce que la France n'a jamais assumé et ne veut pas reconnaître, contrairement aux États-Unis. Les États-Unis ont bien évidemment fait des atrocités, mais ils assument leur histoire, ils le disent, ils s'en excusent même, et c'est pas du tout le cas de la France. Donc aujourd'hui, on a subi. Examen pour meurtre là-bas. Ah oui, et en France, les policiers sont protégés, les gendarmes sont protégés. Dans la mort de mon petit frère, Leroux et Cazeneuve vont faire le déplacement. Leroux, dans son premier déplacement en tant que ministre de l'Intérieur, ça sera à Beaumont. Et ils vont venir saluer les gendarmes, la caserne mise en cause dans la mort de mon petit frère. Ça, c'est la France. Et la France qui se dit… qui porte des valeurs comme liberté, égalité, fraternité, qui se cache derrière la démocratie, c'est faux, c'est complètement faux. Et quand on tire ce rideau, je dis aux gens, tirez-le jusqu'au bout. Derrière la France, il ne se cache pas que le Grand Paris ou la Tour Eiffel ou la mode, mais il se cache de la violence policière. La population issue de l'immigration subit de la violence policière, subit de la violence sociale, subit de la violence raciale, et c'est réel, elle est là. On va nous dire, oui, mais c'est pas pareil. Oui, au niveau du nombre, effectivement, il y en a plus aux États-Unis. Les États-Unis est beaucoup plus grande que la France. Mais en France, oui, il y a des noms. Les noms, c'est pas que Adama Traoré, c'est Sabri, c'est Babacar Gaye, c'est Lamine Dieng, c'est Gaye Camara, c'est Mehdi. Des noms, il y en a énormément. La liste est tellement longue, mais ça se passe ici, en France. Le racisme est systémique depuis toujours. Et la France doit assumer ce racisme. Et on doit réformer la police et non pas la protéger. Est-ce que tu dis qu'il y a des avancées quand Castaner vient dire que l'étranglement, par exemple, sera interdit? On voit que c'est démenti juste après, mais est-ce que tu estimes que c'est des avancées qui sont directement imputables au combat que mènent les associations de lutte contre les violences policières et notamment le comité Adama? C'est de la com. Castaner nous a juste fait un coup de communication, tout simplement. Il n'a rien fait du tout. Les associations et les personnes qui luttent, eux, font le vrai travail. Et on voit la preuve, il recule tout de suite parce qu'il subit la pression de la police. Aujourd'hui, c'est la police qui fait la loi en France. Le ministre de l'Intérieur recule. Donc, pour moi, c'est pas une avancée. Au contraire, on recule. Il nous fait faire 10 pas en arrière avec ce comportement-là. D'ailleurs, je voudrais parler de l'enquête parce qu'il y a eu plus de 16 ou 17 investigations qui ont été ordonnées sur la mort d'Adama. Il y a le journal Le Monde qui a fait une vidéo en 3D avec Forensic Architecture qui montre quand même qu'Adama a pris le poids des 3 gendarmes sur lui. Elle en est où l'enquête aujourd'hui? On a l'impression que ça, après 4 ans, on n'est pas plus avancé que ça. Il n'y a pas eu de reconstitution à ce jour. Où est-ce que ça en est? On dénonce le déni de justice qui se passe dans l'affaire de mon petit frère. Il y a un énorme déni de justice. La police, la justice protège les gendarmes, le système protège ces gendarmes-là, mais on y sommes. On est encore là. Ils ont annoncé 4 non-lieux,
mais 4 non-lieux qui ne peuvent pas être faits parce que la vérité, elle est là. Nous connaissons tous la vérité. Nous avons gagné ce combat. Le combat d'Adama, il a été gagné en vérité. Il faut qu'on l'emmène maintenant sur le plan judiciaire. Il faut qu'on aille sur un procès public. Nous avons tous les éléments pour aller sur un procès public et il faut qu'il l'assume. Cette reconstitution qui est refusée 4 ans après, en fait, ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de cette vérité. Mais cette vérité, ils doivent l'assumer. Le monde va faire cette reconstitution qui va choquer tout le monde. Les gendarmes sont responsables. Ils ont tué mon petit frère. Ils le disent quand, après la mort de mon petit frère, où ils sont auditionnés, Adama a porté le poids de nos 3 corps. Mon frère a subi un plaquage ventral. Il y a la retranscription des appels téléphoniques où ils disent que ça a dégénéré. Et plutôt, Adama parle. Et il est dans une situation très normale et ensuite on dit que ça a dégénéré. Aujourd'hui, l'heure de la mort de mon frère a changé. On parle de mon frère en tant qu'objectif. Donc il y a une déshumanisation totale. Et si aujourd'hui nous avons 17 investigations, c'est grâce au peuple. Parce que le 13, le peuple sort dans la rue et ça met une pression sur le système. Quand on a 80 000 personnes devant un lieu symbolique comme un tribunal et que c'est la France qui descend dans la rue. Donc oui, aujourd'hui nous avons 17 investigations, mais 4 ans après, en fait, il n'y a jamais eu d'enquête dans l'affaire de mon petit frère. C'est pour ça que nous demandons aujourd'hui que les enquêteurs dans l'affaire de mon frère soient dessaisis. Nous demandons que la juge parte du dossier et nous réfléchissons même à refaire une manifestation en septembre. Nous demandons aussi que les faits qui ont causé la mort de mon frère soient requalifiés en homicide volontaire. Est-ce que tu crois encore à la justice aujourd'hui, quand tu vois à quel point ça stagne en France et que par exemple aux États-Unis, il ne faut pas plus d'une semaine de pression médiatique pour que les policiers soient mis en examen? Est-ce que tu y crois pour la France? C'est systémique en France. En France, aujourd'hui, ils ont toujours fait ça. Ils protègent coûte que coûte la police, les gendarmes, leurs forces de l'ordre, même dans le mensonge. Et si j'avais cru en la justice, mon frère serait déjà mort de cause cardiaque, infection très grave, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, de drépanocytose. Et aujourd'hui, ils avancent même que peut-être qu'Adama Traoré serait mort de chaleur. Et ça, c'est la justice française. Et la justice française va demander une énième expertise en Belgique. Et à la Belgique, dans un pays qui fait subir de la violence policière à une hauteur énorme, où des Noirs et des Arabes meurent en Belgique, où il y a de l'impunité policière, et c'est la France qui va demander une expertise aux Belges. Aujourd'hui, on ne croit pas en la justice française. Aujourd'hui, la vérité, elle est là. La justice française doit mettre en examen ces gendarmes et aller vers un procès public, et là, on pourra en juger. Quand tu vois moi ça m'a frappé le regard que les jeunes, je parle notamment des plus jeunes, ont sur toi. Est-ce que tu te dis que tu as une responsabilité qui va bien au-delà, mettons même que le cas Adama soit porté en justice, en procès en place publique, que ça ira au-delà? Est-ce que ça te donne une responsabilité, un lourd fardeau à tes yeux pour la jeunesse, quand tu vois leur regard, la manière dont ils te considèrent? Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu as dit quelque chose, si on va à la justice, et après si on va à la justice, si on va sur ce procès public, c'est un espoir énorme déjà pour cette jeunesse. C'est-à-dire ils ont l'exemple et ils vont dire on va se battre, on va jusqu'au bout. Et si on y arrive, cette jeunesse, elle aura tout pour elle. Pour toi, c'est vraiment, ça représente un espoir pour la jeunesse de montrer qu'en France, la justice peut condamner des policiers qui ont tué quelqu'un en détention. C'est à ce point important. L'espoir, c'est surtout de dire qu'on peut se battre pour arriver à une justice. Parce que la France ne mènera jamais de elle-même de policiers vers une justice, mais de dire on s'est battu, tu peux te battre, tu dois te battre, et surtout de dire que nous sommes dans la continuité de nos ancêtres. Si moi aujourd'hui en tant que femme noire, je m'exprime ici à ton micro, toi en tant qu'homme arabe, je connais pas ton origine, ou en tant qu'homme non blanc, tu es là sur un podcast et tu parles librement et je parle librement, c'est que nos ancêtres se sont battus pour qu'on puisse avoir ce droit qu'on nous a enlevé. Sinon on serait encore dans l'esclavagisme et dans le colonialisme. On serait encore sur la guerre d'Algérie, où on jetterait des petites filles à la Seine avec leur cartable dans le dos. Des personnes se sont battues, des personnes sont mortes, des personnes ont été en prison. On peut prendre l'exemple de Nelson Mandela, plus de 27 ans en prison. Donc oui, peut-être qu'on ne changera pas le monde d'un claquement de doigts, mais on peut avancer et faire changer beaucoup de choses comme nos ancêtres l'ont fait pour nous, pour que moi je sois là en tant que femme déjà, en tant que femme noire, et puisse parler librement. J'aimerais évoquer, tu parles des ancêtres. Dans Lettre à Adama, tu consacres notamment beaucoup des premières pages à Monsieur Traoré. Quand je dis Monsieur Traoré, c'est ton père. Ça m'a frappé à quel point son parcours, il représentait
de manière assez symptomatique le parcours des immigrés dans la deuxième partie du XXe siècle. Travailleurs immigrés, soupçons de mort qui soient liés à l'amiante notamment. Est-ce que tu peux nous parler du cheminement un petit peu de ton père et de la manière dont il est venu en France et sa vie un petit peu tout simplement parce qu'on ne le connaît pas assez je trouve et que ça représente beaucoup de choses pour les darons. Et ça représente beaucoup de choses aussi pour nous surtout. Hein. Tu sais, si moi aujourd'hui je suis là et que je porte le combat de mon frère avec assurance, c'est parce que je sais d'où je viens et je sais qui je suis en fait. Et ça fait partie d'une des premières bases. On se construit avec son histoire, on se construit avec son identité, on se construit avec ce qu'on est. Mon père nous a énormément parlé. Moi j'ai eu la chance de connaître mon père au moins jusqu'à l'âge de mes 14 ans. Mon père est quelqu'un qui était très ouvert et qui parlait énormément et qui nous racontait, qui nous a beaucoup raconté son histoire. Mon père était beaucoup dans le dialogue. Dès qu'il rentrait à la maison, on était assis à côté, on mangeait tout le temps ensemble et on a beaucoup échangé. Mon père, et c'est ce que je dis aux gens, je suis l'histoire d'Adama Traoré, elle commence pas le 19 juillet 2016 quand il va mourir dans cette cour de gendarmerie. Elle commence avec une histoire parce que on parle de nous, on parle de nos parents seulement quand il y a un drame dans notre famille, c'est tout. On parle de nos familles, on parle de nos mères seulement quand il y a un problème, quand nos frères ou quand on va en prison, quand un appartement va brûler. Seulement quand il y a un drame, on ne parle jamais d'eux, sinon ils sont eux-mêmes très transparents. Et en fait, quand on parle du père ou de la mère d'Adama Traoré, parce qu'Adama Traoré est mort, on saute toujours une génération, alors que cette génération, elle est là, c'est la génération de nos parents. Et en fait, je leur dis, Adama Traoré, il a une histoire. Et cette histoire, elle commence quand il naît dans cet hôpital à Paris. Cette histoire, c'est quand mon père quitte l'âge du Mali à l'âge de 17 ans, sac à dos au dos, qui part en cachette et qui va traverser plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, venir construire sa famille et qui va épouser 2 femmes blanches, Françoise et Elisabeth. J'ai 7 grands frères et sœurs métis. Ensuite, Mama et Tata, nous on arrive de ces unions-là. L'histoire d'Adama Traoré, c'est la France qui va aller chercher mes grands-parents qui vont faire la guerre 39-45. Un de mes grands-pères va mourir en France, un de mes grands-pères va repartir avec une jambe en moins. L'histoire d'Adama Traoré, c'est mon grand-père, gouverneur de Caille, qui va mourir en tant que chef de village. L'histoire d'Adama Traoré, c'est notre grand-père maternel qui va faire la guerre sous la dictature de Moussa Traoré. Ça, c'est l'histoire d'Adama Traoré. L'histoire d'Adama Traoré, c'est quand mon père arrive en France et qu'il nous parle de son bleu de travail et que toute la journée qu'ils allaient travailler et que quand il neigeait en France, ça montait jusqu'aux genoux. L'histoire d'Adama Traoré, c'est un père qui mettait des pattes d'elfe et qui, avec sa coupe afro et sa barbe, et qui allait dans des soirées dansantes. Ça, c'est notre histoire. Et à chaque fois que j'interviens quelque part, et qu'il y a de la jeunesse ou qu'il y a des parents, je leur dis, racontez l'histoire, dites d'où vous venez. On peut affronter n'importe quel combat, que ce soit les violences policières ou autres, quand tu sais d'où tu viens, quand tu connais ton histoire, n'importe quelle attaque, tu la prendras pas de la même façon. Moi, tu peux venir me voir et tu peux me dire sale noire, je vais leur dire, mais est-ce que tu sais à qui tu parles ? Est-ce que tu connais mon histoire ? Est-ce que tu sais à qui tu parles ? À la fille d'un père qui a traversé plusieurs pays pour venir en France. Il y a des grands-parents qui sont battus pour cette France. Un grand-père qui a fait la guerre sous la dictature de Moussa Traoré. J'ai envie de leur dire, est-ce que tu sais ce que mon nom de famille veut dire ? Traoré, ça veut dire guerrier. Mes ancêtres sont des guerriers. Donc, à qui tu parles ? Et je leur dis, c'est ça qui est important. Peu importe le combat que tu feras, quand tu sais d'où tu viens, peu importe l'attaque que tu prendras, ça glisse sur toi. On va finir aussi également avec ce que tu viens de dire, ça m'évoque finalement Adama Traoré, son affaire, c'est une affaire française. Vous êtes une famille française, issue de l'immigration certes, mais c'est une histoire très française. Qu'est-ce que ça t'évoque quand on entend peut-être que la priorité du prochain, une des priorités du prochain gouvernement Castex, c'est une loi contre les séparatismes. Quand il parle de séparatisme, il parle notamment de communautarisme. On voit ceux qui sont accusés. Est-ce que pour toi, c'est une manière de détourner l'attention ? Qu'est-ce que tu en penses ? Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, ça les arrange pas. Parce qu'en vérité, quand on va dans la rue et que c'est le peuple qui va dans la rue, c'est toute religion, toute origine confondue, c'est tout le monde. Et ça, ils ne veulent pas de ça. Et quand ils vont dans le séparatisme, c'est cloisonner tout le monde et ensuite monter tout le monde les uns contre les autres. Il ne faut surtout pas tomber dans ça. Il faut continuer à vivre comme on vit et comme on fait, à porter les combats ensemble. Et en fait, là, ils sont dans une situation où ils sont déstabilisés parce que le peuple fait un et le peuple ne regarde pas la couleur de l'autre ou de ce que l'autre y mange. C'est que là, donc, ils veulent imposer ça. En fait, quand on dit qu'il y a du séparatisme, c'est pour mettre dans la tête aux gens et de créer inconsciemment du séparatisme. En fait, c'est juste eux qui ont peur.
Assa, merci beaucoup. Tu sais qu'il y a une tradition dans cette émission, c'est de donner le mot de la fin à l'invité. Donc le mot de la fin est à toi sur ce que tu as envie de dire et conclure cet entretien. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est dans un tournant. Le tournant, on est en train de le prendre. On ne l'a pas encore pris vraiment. Il faut vraiment qu'on continue à le prendre et qu'on ne lâche pas. La pression qu'on est en train de maintenir, il ne faut surtout pas qu'elle lâche. S'il nous renverse, il sera encore plus dur qu'avant. Si on gagne notre liberté. Merci. Merci à vous.